Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver en ce samedi matin. Nous allons prendre un thé ou un café, bien sûr, question que je vais poser à mon invité dans quelques instants. Vous ne trouvez pas que ça sent un petit peu l'iode ce matin? Il y a des embruns là sur ce plateau, je ne sais pas si vous les ressentez dans votre maison. Eh bien, nous allons recevoir le plus grand photographe, un des plus grands photographes de la mer de notre temps. Il s'agit de Philippe Plisson, qui a quitté sa Bretagne, Trinité-sur-Mer, pour venir nous rejoindre ici dans ce studio de Boulogne. Bonjour Philippe Plisson. Bonjour Catherine. Alors, si je dis aux téléspectateurs, et je crois ne pas mentir, vous avez forcément reçu une carte postale ou acheté un poster signé Philippe Plisson. C'est pas faux, hein? Bon, alors attention, là vous êtes modeste, vous allez me dire mais non, pas du tout, pas du tout. Mais moi je sais que oui, parce que vos photos, il y a 500 000 photos qui ont été commercialisées, qui sont éditées dans le monde entier, et elles sont connues évidemment de tout le monde. D'ailleurs, on va le voir tout au long de cette émission, parce qu'on va rentrer dans votre travail et dans vos 25 années de travail, puisqu'il y a un livre qui vient de sortir justement sur la mer. Moi je voulais remonter un petit peu le temps. Quelle a été votre première rencontre avec la mer? Ça se passe à 4 ans, au mois de juillet. Il faut savoir qu'à l'époque, quand vous quittiez les bords de la Loire du côté d'Orléans et venir à la Trinité-sur-Mer, c'était une journée de voiture. Donc une expédition. Une expédition. On n'était pas sûr d'arriver le même jour qu'on partait parce qu'il y avait des problèmes mécaniques. Et mon premier contact avec la mer, c'est sur la plage de Carnac et j'ai 4 ans. Et vous étiez intrépide face à la mer ou pas? Vous en aviez peur? Non, je n'ai pas souvenir, mais j'ai jamais entendu mes parents me dire que j'étais pas gérable sur une plage. J'ai jamais entendu dire ça, non, je pense que... Vous êtes un bon nageur? J'étais à une époque. Je préfère plonger que nager maintenant. Qu'est-ce que vous inspire cette chanson? Il arrive en courant derrière moi. Peut-être plus que la chanson, c'est plus l'interprète qui vous touche. Oui, c'est l'interprète parce qu'elle a fait partie de toute mon adolescence, que c'était l'interprète préféré de mon père. Il y a de l'émotion, hein? Pourquoi? Vous m'avez un peu piégé parce que c'est vrai que je crois que j'ai jamais parlé de ça. J'ai une maman qui a été élevée dans un quartier de Paris où Édith Piaf commençait déjà à chanter dans la rue, à chanter dans les cours. Et très jeune, elle m'a raconté ça. Elle me racontait qu'elle voyait Piaf passer, faire la manche. Et elle était tous les jours à une station de métro. Et qu'un jour, ils l'ont vu disparaître. Et ils l'ont vu réapparaître, simplement pas à travers la télévision à l'époque, mais à travers la radio. Et ils ont su qu'elle existait toujours parce qu'un jour, ils l'ont entendue à la radio. Et ça revenait régulièrement. Et puis à côté de ça, mon père avait vraiment un faible pour Piaf. Et mon père comme Tabarly, parce que Éric Tabarly connaissait tout le récital de Piaf. On était capable de passer avec Éric une soirée entière en chantant Piaf. Donc c'était très émouvant ce que vous venez de me faire, parce que, et en plus, je suis né, et ça, je l'écris nulle part, on le voit nulle part, je suis né, je suis un môme, ce qu'on appelle un poulbeau, parce que je suis né à Montmartre et que tout ça, c'est lié. Alors justement, votre itinéraire, on s'est penché dessus, bien sûr. On a cherché à savoir qui était Philippe Plisson. On en sait un petit peu plus maintenant. Regardez cette rétro qui est commentée par Alexandre Agarde. Voilà, ça c'est du boulot. Oh putain que c'est beau. La mer est son amoureuse, son employeuse, son fournisseur officiel de sensations joyeuses. Fécond qui, comme Plisson, a su l'apprivoiser presque au biberon. Le photographe aux 500 000 clichés, présent dans plus de 3 millions de foyers, a une méthode bien rodée. Premier geste de la journée, scruter la météo pour dénicher la mer la plus agitée. À la mer, toute bonne image ne restera toujours qu'un concours de circonstances. Heureux destin pour ce simple poulbeau, qui a débuté par un CAP d'électricité, une première expérience à l'usine avant de vendre des petites culottes grâce à sa femme. Initié très jeune à la voile par son père, à la photo par sa grand-mère qui lui offre son premier appareil, Philippe attend pourtant 27 ans avant de se jeter vraiment à l'eau. Mais l'attente n'est-elle pas la clé d'une bonne photo? Il faut savoir attendre. Il y a des endroits où j'y suis retourné 10 fois en 2 ou 3 ans pour un jour enfin tomber au bon coefficient de marée. En 80, il ouvre son premier studio, d'abord dédié à la création publicitaire, aliments pour chats et cuisinières.
Ce n'est qu'en 82 qu'il concrétise sa vraie passion, la photographie marine. Bateaux, phares, Queen Mary, il photographie tout avec la même modestie. La nature a mis en scène le spectacle, il suffit d'appuyer sur le bouton. Plisson ne plie pas, mais se déplie à l'infini grâce à sa vedette ou son hélico qui a pourtant failli lui coûter la vie. Méthode musclée pour rentabilité calculée, car sous le marin photographe se cache un homme d'affaires avisé. De ses photos, il a fait des posters et de son atelier une véritable entreprise à la Trinité, avec boutique, galerie, maison d'édition et une trentaine d'employés. Nommé officiellement peintre de la marine en 91, il a déjà publié une quarantaine d'ouvrages, mais son amour de la mer est toujours intact. Allez, viens là, ma chérie. Viens voir papa. Ouh. C'est vrai, ça vous fait rire de revoir ces images. C'est tellement beau ce montage. Je ne sais pas où vous avez été chercher tout ça, mais c'est notre secret. Félicitations. À 9 ans, vous faisiez déjà du commerce de vos photos? Non, je ne faisais pas de commerce à 9 ans. À 9 ans, j'avais compris que je pouvais séduire avec la photographie. Donc j'allais avec ma plate dans le chenal de la Trinité. À l'époque, tous les bateaux rentraient et sortaient à la voile. Il n'y avait pas de marina, tout le monde était au mouillage. Et moi, je me postais juste à l'entrée du chenal, près d'une bouée qui s'appelle la dalle, et je photographiais les bateaux. Et après, je faisais des petits tirages, contact, parce que c'était du grand format. Et puis, j'allais les offrir aux propriétaires. Les offrir? Les offrir. Seulement? Oui, mais vous ne pouvez pas savoir l'effet que ça avait. C'est-à-dire que nombre de fois où les gens étaient très, très touchés, et me proposaient de venir naviguer, de sortir sur leur bateau. En définitive, c'était mon obsession, c'est de pouvoir aller en mer. Alors, cette attraction de la mer depuis toujours, vous auriez pu la réaliser en devenant océanographe ou gardien de phare. Pourquoi photographe? J'aurais même pu faire ce que l'ont fait mes amis à la Trinité-sur-Mer. Si vous regardez, voilà, j'aurais pu devenir architecte naval, j'aurais pu naviguer, j'aurais pu organiser des courses. Tout ça, c'est lié à la Trinité. Donc il y a une dimension là supplémentaire. Voilà. Moi, je suis tombé dedans dans peut-être ce besoin de partager. Je crois que grâce à la photographie, je partage mon regard avec le plus grand nombre. Alors vous qui êtes en Bretagne, vous avez évidemment entendu beaucoup sur la polémique de ce fameux chalutier qui a disparu, le naufrage du chalutier, du Bugalat-Braise. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette polémique? Est-ce que vous croyez à la version officielle? Alors déjà, c'est surprenant que vous me parliez de ça, parce que j'ai découvert il y a peu de temps qu'un 13 novembre, j'étais au-dessus de la mer d'Iroise, et que devant un phare qui est tout symbolique, il y avait le Bugalet-Braise qui est passé. J'ai fait une photo vraiment très très belle grâce à la lumière. Et quelques mois après, j'ai découvert que c'était le Bugalet-Braise qui disparaissait le 12 janvier. Donc c'était 2 mois et demi avant sa disparition. Alors maintenant... Vous croyez à la version officielle ou vous pensez vraiment que c'est un sous-marin? Je pense que si c'est un sous-marin, on ne le saura pas. Voilà, c'est tout. Il y a des secrets défense. Secrets défense. Vous savez, il y a toujours une plaisanterie à propos de ceux qui voyagent beaucoup, et notamment des pêcheurs et des marins-pêcheurs, une femme dans chaque port. Est-ce que vous, ça a déséquilibré, je dirais, votre famille ou du moins ça ne l'a pas équilibré de partir tout le temps? Parce que vous avez, quand on regarde votre passeport, il y a des visas de tous les pays. Non. Pour réussir, comme nous avons réussi, je crois qu'il faut avoir une femme exceptionnelle. Et j'ai une femme exceptionnelle. Parce que pendant que j'étais autour du monde, que ce soit pendant la Coupe América, pendant les grands événements ou pour des sujets, mon épouse gérait l'entreprise, assurait la distribution des images, aller dans les agences, aller dans les magazines, me vendre. Et c'est un travail à deux. Et aujourd'hui, la réussite, je la dois à plus de 50% à mon épouse. Elle est d'ailleurs la présidente directrice générale. Voilà, des sociétés. Mais c'est vraiment un travail à deux. On peut pas comme ça réussir dans ce monde de la photographie sans un challenge qu'on partage. Je dis toujours que ce travail, c'est 50% de savoir-faire, mais c'est aussi 50% de faire savoir. Alors, une entreprise familiale, on le verra, d'ailleurs, on rencontrera aussi vos enfants un petit peu plus tard au cours de l'émission, dans la deuxième partie. Mais auparavant, on va prendre connaissance de l'actualité. Vous, qui êtes un citoyen du monde, elle vous intéresse. Le journal est présenté par Isabelle Bouloc et on se retrouve dans la deuxième partie Thé au café en compagnie de Philippe Plisson dans quelques instants. À tout à l'heure. Alors, ce matin, nous sommes en compagnie d'un homme de mer. Je ne vous en dis pas plus. Il va se présenter face au miroir. Votre prénom? Philippe. Votre nom? Plisson. Votre profession? Photographe. Votre situation familiale? Marié et 3 enfants. Votre signe particulier?
Capricorne. Votre obsession récurrente Faire aimer la mer. et votre devise? Naviguer pour photographier, photographier pour naviguer. Vous venez me rejoindre? Philippe Plisson, je sais qu'il y a une date anniversaire qui était il y a quelques jours. Vous avez eu 60 ans, c'est un compte rond, voilà, un joli chiffre qui sonne bien. Est-ce que vous avez cette angoisse, comme certains l'ont, de voir le temps passer? Je crois que c'est la première fois. Ah bon? Effectivement, c'est la première fois. J'ai jamais eu de rapport comme ça avec le temps, avec l'âge. Ça s'est toujours très bien passé. Et là, d'un seul coup... C'est un choc. C'est un choc parce que je crois que ça vient de notre culture. Ça vient, je crois que c'est propre à... Peut-être à notre pays où on a voulu nous faire croire depuis que nous avons commencé à travailler, que tout s'arrêtait entre 55 c'est une date et 100 ans. charnière, ça fait penser à la retraite, Voilà, c'est ça? c'est notre pays qui est comme ça. Je pense que tous les jours, quand vous écoutez les médias, ça revient et ça finit par vous marquer. Là, vous aimez la mer quand elle se bat. Non mais effectivement, quand la mer crée et nous offre le spectacle, c'est vrai que j'aime être là. Et puis je crois que ça me permet aussi de partager des instants dont tout le monde rêve. Vous savez, quand il y a une tempête, même en pleine semaine, à Quiberon, il y a des bouchons sur la route à n'importe quelle heure de la journée. Ça veut bien dire que les gens sont attirés par les tempêtes. Et ça, c'est vrai. Ce que vous aimez, c'est le spectacle, en fait. C'est le spectacle que nous offre la nature. C'est gratuit, c'est beau, c'est une leçon. Il y a beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup d'adjectifs autour d'une vraie tempête. Vous cherchez, vous, la beauté, vous cherchez le rêve. Si je cherchais que le rêve, je pense que je serais aux Caraïbes et dans les Tuamotu. Je recherche... non, je recherche une mer dans tous ses états. C'est pas plus que ça. Je pense que c'est toutes ses facettes, c'est tout. Comme je cherche toujours à faire aimer la mer, j'essaye de la décliner. Alors vous vivez, je disais, à la Trinité-sur-Mer, Vénard, village de marins. Vous connaissez d'ailleurs beaucoup de navigateurs. Ils ont fait partie de tous, je les ai tous eus Vous évoquiez Tabarly, là, en première partie. Voilà, ça, Éric Tabarly, c'est vraiment très à part, parce que depuis que je suis tout petit, c'était mon... Je sais pas, c'est pas un maître, c'est quelqu'un qui m'a fait rêver, voilà, de mentor. Et puis jusqu'à la fin, jusqu'au moment où il a disparu, il faut savoir que quand il a disparu, j'étais en Irlande et nous avions rendez-vous quelques jours après en Écosse et je l'attendais là, donc voilà. Alors on a passé donc une journée avec vous sur le chalutier de votre gendre et puis dans votre entreprise, c'est Philippe Aiguepers et Jean-François Monnier qui vous ont accompagné durant toute cette journée. Quand je pars en mer comme ça, j'ai rendez-vous avec la nature. C'est elle qui va me faire un cadeau ou pas m'en faire. Ah, oh. Vous voir l'araignée? L'étoile? Merci. Vous vous mettez souvent en scène, vos photos? Non. Là, si je lui demande pas de s'arrêter, il va pas s'arrêter. Donc, si je veux la voir, faut qu'il me la montre. Il faut être un peu obsédé pour faire ce que vous faites. C'est le vrai mot. Alors, là, vous avez trouvé le mot exact. Il faut être obsédé. La passion suffit pas pour réussir, je crois. C'est l'obsession, c'est-à-dire qu'on ne pense qu'à ça. La nature nous a donné un œil. Alors on dira qu'il y a 20% de dons et 80% de travail. Hein, le don, ça suffit pas. C'est comme pour un musicien, il a une oreille, mais il faut qu'il la travaille. Il ne suffit pas d'avoir un bateau ou un hélico. J'entends souvent ça, dire « Ah bah ouais, mais avec le bateau qu'il a ou avec l'hélico, il n'y a qu'à me donner ça ou le matériel que j'ai. Moi, je veux bien, mais bon, à vous de jouer. » Regardez la lumière, il y a tout. Regardez le jeu. Regardez, il y a tout, là. Vous n'allez pas me dire que c'est moi qui ai mis ça en scène, hein? Regardez ça, regardez l'eau. Et voilà, attention. Entre une image qui vous plaît et une image qui va plaire, il y a un fossé. On ne peut pas vendre tout le temps son âme au diable, mais quand même, on doit aussi faire des images qui correspondent à des attentes. Nous sommes aujourd'hui dans cette modeste entreprise, la présidente compris, 41 personnes. Ils ont tous entre 28 et 35 ans, donc mon fils aîné en a 36, Guillaume en a 34. C'est celle que tu es en train de refaire, celle-là? Ouais, c'est une nouvelle, ouais. Tu la resserres pas plus que ça? Là, c'est tout le catalogue et c'est
tous mes amis photographes que j'ai souhaité éditer. Donc vous retrouvez la montagne, les grands espaces américains, la faune, évidemment Titouan Lamazou, tout le monde photographique que nous éditons et qui font partie de ces images que les Français accrochent au mur pour vivre. Vous vendez du rêve. Voilà, ils rêvent un jour d'aller là. Bon, j'y suis allé à leur place. Ici, les images sont stockées, les commandes sont préparées, expédiées. Est-ce que l'artiste n'a pas peur de devenir un commerçant en multipliant le nombre de produits? Non, j'ai pas du tout ce sentiment. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai pas l'impression que quand Alain Souchon vend des millions d'albums, il devient un commerçant. Je suis calme, je suis serein, je suis bien, je suis heureux. À terre, malheureusement, je suis caractériel. Je veux dire, sur un bateau, par exemple, je crie pas, alors que je vais sortir de mon bureau un jour en accostant quelqu'un et en criant avant d'avoir tourné cette fois ma langue dans la bouche. Bon, voilà, c'est sûr que je suis pas du tout le même. Si je pouvais, je ne serais qu'en mer. Être qu'en mer pour faire la réalité, c'est ça? Oh non, pas pour faire la réalité, pour faire des images. Non, c'est un bonheur d'être en mer. Alors, vous êtes un peu l'Arlequin, en fait, de la photo. Vous savez, dans la littérature, il y a Arlequin, la série, ça se termine toujours bien. Vous, c'est vrai, là, quand même, vous parliez de beauté. Par exemple, moi, je pense au travail de Salgado, le photographe, qui, lui, au contraire, met en scène plutôt l'humain, en fait, les petites gens, ceux qui sont exploités par la mer. Vous, c'est tout l'inverse. Mais, si vous voulez, je crois que là, on s'arrête aux images de spectacle. Il y a aussi tout un travail d'images qui sont faits autour des gens de mer, qui est beaucoup plus intimiste et qui, effectivement, n'apparaît pas aujourd'hui dans le sujet. Mais quand vous disiez, par exemple, Salgado, que j'apprécie beaucoup et que je connais, j'ai été amené à être 9 jours après le tsunami à Aceh, où j'ai passé une quinzaine de jours. Je peux vous dire que, effectivement, là, j'ai fait des images en ayant des larmes. Parce que c'était insoutenable. Et j'ai découvert aussi que c'était pas du tout ma spécialité, que j'étais pas capable d'être... J'ai fait des images, et apparemment, les images que j'ai ramenées ont transmis, justement, on en voit là. Je viens juste de donner un pacte de nourriture à une petite Indonésienne, mais je sais que c'est pas ma spécialité, je le ressens. Je cherche pas à faire passer des messages à ce niveau-là. Une catastrophe naturelle comme le tsunami, est-ce que ça a bouleversé justement votre regard sur l'élément mer? Si vous voulez, ce que j'ai dénoncé dans le tsunami, c'est que c'était pas la mer. C'est un phénomène de la Terre. C'est la Terre. La mer n'a été que le média. C'est une plaque qui a glissé et qui a fait une onde. Cette onde en mer, elle n'avait aucune importance. Elle faisait même pas 1 mètre de haut. Donc vous exonérez la mer. Voilà, c'est ça. J'arrête pas de dire, mais attendez, c'est pas une tempête. C'est pas des éléments qui se sont déchaînés. C'est la terre qui a bougé et la mer qui a déplacé une onde. Qu'est-ce qu'évoque et qu'est-ce que vous inspire cette chanson? Aucun prétexte, je ne veux devant toi sur X poser mes yeux. Derrière un Kleenex, j'en serai mieux. Comment te dire adieu? Françoise Hardy. Alors, Françoise Hardy... Je crois que c'est ma génération, si vous voulez, cette dame que je connais. Oh, plus que ça. Oui, non, mais moi, depuis que je sais pas pourquoi ça a toujours été je me souviens être en pension. Vous savez, c'est dur d'être au fin fond de la Creuse, en pension l'hiver. Et au moment où Françoise Hardy sortait tous les garçons et les filles, je m'accrochais à ça. Elle était tellement belle. Oui, mais je comprenais pas. Moi, je m'accrochais qu'aux paroles. Et cette jeune fille qui disait qu'elle était seule et tout, et moi qui ne pensais qu'à elle, voilà, et c'est resté. Alors, 3 millions de foyers, on disait, 2 à 3 millions comme ça possèdent des photos de vous. C'est une institution, en fait, l'entreprise Plisson. Catherine, c'est pas une institution, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement, qui correspond à un besoin. Je crois. Mais c'est pas péjoratif de devenir une institution? Non. C'est un artisan qui est peut-être. Je préfère être un artisan qu'une institution. Non, je crois qu'il y a un phénomène naturel que j'explique au début du livre et que John Fitzgerald Kennedy a expliqué très bien. C'est que nous avons besoin de mer, que nous retournons à nos sources et que, effectivement, sans l'imaginer, sans études marketing,
j'ai commencé à faire des images de mer dans ma petite galerie de 11 mètres carrés à la Trinité, et les gens ont commencé à les acheter, à les accrocher chez eux, et puis ça s'est multiplié pour effectivement en faire une entreprise dont je suis très fier aujourd'hui, parce que du petit photographe qui a fait ses premières images sur le quai de la Trinité au premier employeur aujourd'hui que je suis dans mon petit village, pour moi, c'est ce dont je suis le plus fier. Est-ce que vous pensez que vos enfants vous connaissent bien ? Oui, non ? Je pense pas, parce que c'est... Vous pensez pense pas Alors, non. Attendez, vous allez peut-être en avoir un avis différent. On leur a posé des questions. Aïe. Oui, Guillaume, Anne, Franck, ils étaient présents tous les trois, ce qui est quand même assez rare. Et on leur a demandé de brosser un portrait chinois de vous. Et si Philippe Plisson était... Une girafe. Juste pour avoir un point de vue différent, en fait. Un chat. Le poisson-pierre que j'ai rencontré une fois d'ailleurs en Polynésie, cette espèce de poisson couleur sable qui peut être un peu piquant, un peu par moments, un peu et puis qui peut se faufiler. La tempête. Une bonne tempête, c'est le moment où il est le plus heureux, ouais. Tonnerre de Brest. Tu veux ma photo? J'en sais rien. Une phobie, la solitude. Monter sur des skis. La peur de louper une image. Côté caractériel, je pense que c'est un péché par moment. La gourmandise. Il est gourmand en tout, d'ailleurs. Son régime. Philippe a un régime. C'est toute sa vie qu'il est au régime. La vie éternelle. Un short. Un kilt écossais. Ce ne serait pas un vêtement, mais ce serait un parapluie pour son côté protecteur, un peu. La mer de Charles Trenet. Cette petite plage d'Alain Barrière. La petite plage, je crois qu'il y a une chanson c'était sa chanson fétiche pendant pas mal d'années. Et voilà, donc je peux pas la fredonner, j'ai plus l'air en tête, mais je pense que tu dois pouvoir nous la faire assez facilement, papa. Alors, papa, une petite plage. Non, une petite plage, parce que c'est une chanson... Chantez-la. Non, je sais pas chanter, et je laisse ça à Alain. Non, c'est une chanson de Barrière qui est très très belle, parce qu'elle se passe à Belle-Île, et c'est une petite plage où il rencontre une femme, et je crois que j'ai aimé cette image, parce que avant que je la connaisse, avant qu'Alain l'écrive, j'ai photographié Marie sur cette plage-là, et en la faisant tourner, en la faisant vivre autour de la plage, et j'ai retrouvé ces... Mais Belle-Île, d'ailleurs, il y a une des photos qui est presque la plus connue, hein, c'est la pointe des Poulains, oui, c'est ça. Oui. Dans quelles circonstances vous l'avez photographiée ? Mais je crois que c'est une belle démonstration de mon travail, c'est-à-dire que je m'inquiète en permanence de la météo. Je savais que la météo il y avait un avis de coup de vent, même un avis presque de tempête. J'ai appelé Daniel, mon pilote, en disant « je pense que demain matin, on va voler ». On a entendu, en accord avec Météo France, que la dépression soit au plus forte, c'est-à-dire vers midi. On a décollé avec Daniel, et quand on est arrivé à la pointe des Poulains, il y avait juste à appuyer sur le bouton. Et quand je dis juste appuyer sur le bouton, cette photo qui a fait le tour du monde, je crois que j'en ai vendu plus de 2 millions d'exemplaires, je n'ai fait que 2 images. Donc je n'ai pas mitraillé, je ne suis pas un paparazzi, j'ai emprunté à la mer 2 instantanés de 5 centièmes de seconde. Votre métier, il est très facile, votre métier. Il est très facile. Il faut arriver au bon moment. Non, mais il est très facile, c'est vrai. En définitive, il ne faut pas se prendre pour un metteur en scène. Moi, mon seul et unique talent, je suis désolé, c'est pas de la fausse modestie, c'est d'être au rendez-vous avec la nature. C'est de m'organiser pour être là au bon moment. C'est pas moi qui mets tout ça en scène. Est-ce que l'écosystème dont on parle tant, vous qui avez le recul, qui avez vu les océans sur 25 ans, 30 ans, est vraiment menacé ? Je crois que là, vraiment, c'est pas ma spécialité. Je veux pas parler pour des spécialistes. L'observateur, c'est très simple. Quand vous pensez qu'il y a à peu près 25% des espèces les plus connues qui ont disparu, et que ces espèces, on en a prélevé 90% de moins ces dernières années. Ça veue dire que là, il y a un vrai problème. Il suffit de prendre ces 2 chiffres. La pollution, vous la voyez, la pollution ? Évidemment qu'on la voit, c'est la pollution. On la voit, mais au quotidien. Je veux dire, j'essaye de la dénoncer. Dans le livre, j'en ai mis que ça soit les hydrocarbures sur la mer, que ça soit les algues vertes, que ça soit les sacs plastiques. Mais vous pouvez pas imaginer les sacs plastiques comme c'est omniprésent sur le trait de côte. Donc, et puis il y en a d'autres. Donc, je suis pas un spécialiste, mais le peu que je connais et que je remarque est vraiment très fort. Et je crois que
ça ne va pas en s'arrangeant. Quel est le pouvoir d'une photo, selon vous ? Il y a un pouvoir émotionnel, et moi je dis toujours que quand les gens s'arrêtent sur une image de mer, je pense que s'ils ont décidé de vivre avec, quand ils vont retourner à la mer, peut-être qu'ils ne regarderont pas la mer autrement, et peut-être qu'ils se comporteront autrement avec la mer. Il peut y avoir un message. Peut-être, je l'espère, mais je n'ai pas à en rajouter. Si l'image est bonne, si l'image dégage des émotions, elle doit suffire à elle-même. Qu'est-ce que vous pensez de la banalisation de l'utilisation de l'image, justement, notamment de la vidéo, mais aussi des photos grâce à notre téléphone portable? On l'a vu dernièrement avec la pendaison de Saddam Hussein, des photos, des vidéos qui ont été transmises au monde entier immédiatement. Vous, quel est votre regard là-dessus? Oui, vous parlez de Saddam Hussein. Bon, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, mais quand j'entends au JT qu'il y a des scènes de viol qui sont filmées avec des téléphones dans les sous-sols des immeubles, des choses comme ça, je veux dire, on marche sur la tête. Ou de violence envers des enseignants, ça s'est déjà produit. On marche sur la tête. Je veux dire, effectivement, à un moment donné, il va falloir... Mais est-ce que c'est pas parce que c'est l'effet de nouveauté? Il faut savoir qu'on était le pays d'Europe qui faisait le moins de photos. Alors peut-être qu'il y a un débordement en ce moment, parce qu'à ce coup, tout le monde accède facilement à la photo. Ça va peut-être se calmer. Qu'est-ce que vous pensez du Clémenceau, qui est là, dans la rade de Brest, donc pas très loin de chez vous, en Bretagne, qui a fait un aller-retour entre la Bretagne, l'Inde, qui est revenue aujourd'hui donc en place. Ça doit être hyper triste de le voir au quotidien dans cette rade de Brest et qui est en train de dépérir. Moi, j'ai fait les dernières heures de navigation à bord du Clémenceau. J'ai vécu les dernières semaines. Je ferai remarquer simplement une chose. Les Américains, dans le Pacifique, dernièrement, viennent de couler un porte-avions un peu plus grand que le nôtre, qui avait le même âge que le nôtre. Et ça a posé de problème à personne. Il avait autant d'amiante, il avait les mêmes composants que le nôtre. Voilà, c'est tout. Maintenant, nous... Donc vous pensez que c'est la solution ? Mais attendez, je ne sais pas si c'est la solution. Maintenant, pourquoi on a fait tout ça autour du Clémenceau? Parce que je pense que c'est politique et que je n'aurais pas voulu être à la place de MAM pour gérer ce problème. Il y a des images que vous nous avez demandées, comme on a cherché à vous satisfaire, on les a retrouvées. Vous nous avez demandé de voir le Normandie arrivant à New York. Regardez. En vue de New York. Normandie arbore le ruban bleu. Cette première arrivée de Normandie à New York dépassa tout ce qu'on avait vu jusqu'alors et qu'on ne verra sans doute plus jamais. 30 mai 35, pourquoi ces images? Parce que je crois qu'on ne les reverra plus jamais, qu'on ne reverra plus jamais un paquebot de ce type et que ce paquebot reste la référence pour toute l'architecture navale. Quand on a construit le Queen Mary II, le Normandie était aussi une des références pour les architectes. Et puis, il m'est arrivé une aventure surprenante. J'ai passé le pont de Brooklyn un jour, j'ai descendu après le pont à droite, et il y avait une petite église, et j'ai retrouvé les portes de la salle à manger comme de Normandie comme porte d'entrée de cette église. Philippe Plisson, alors je sais que, on le rappelait d'ailleurs en tout début d'émission, que vous avez fait un travail assez intéressant au tout début. C'était pas le travail de photographe, mais vous y connaissez très très bien en dessous féminin. Alors vous avez sûrement un œil avisé, regardez ces deux bustes. Je voudrais que vous me disiez quel bonnet. Oh là, j'ai oublié ça. quel bonnet de soutien-gorge. Le premier à gauche, là, je vais pas. Le deuxième, là-bas, ce serait plutôt B, mais. Alors, donc vous diriez, oui, mais 80, 85, 90 ? Non, je pense que 80, ça devrait suffire. Oui. Et puis, et l'autre ? L'autre, alors là, il y a eu plus corpulent quand même. Oui, mais je pense que j'ai... Plus nourricière. Plus nourricière, oui. Mais je crois que là, vraiment, j'ai perdu tous mes repères. Vous savez qu'il y a des gens qui vous apprécient, avec lesquels vous travaillez, qui sont des auteurs, qui sont des écrivains, qui sont des littéraires. Je pense à Yann Kefelec, avec lequel vous avez fait plusieurs ouvrages, que vous-même vous avez illustrés. Alors, on lui a demandé de tenir des propos sur quelques-unes de vos photos. On en a choisi 3
Et voilà comment il les commente. Je sais que très souvent, il m'arrive de prendre, en tant qu'écrivain, des photos de Philippe Plisson pour cette espèce de mariage des couleurs du ciel et de la mer, pour essayer de décrire des teintes telles que je ne les ai plus forcément en mémoire. Donc elles sont extrêmement précieuses. Et puis il parvient, ce qui est très très rare dans les photos, à communiquer une sorte d'émotion. On dit souvent qu'il n'y a pas d'élément humain dans les photos de Philippe Plisson, mais on sent que l'humain, c'est la caméra elle-même. C'est une caméra, c'est un véritable regard que l'on sent porté sur la photo. Qu'est-ce qu'elles provoquent chez vous, ces photos ? D'abord une sorte d'effroi, parce qu'on voit bien que les conditions sont extrêmes et que l'homme qui a pris cette photo forcément a exposé sa vie pour la prendre. Ensuite, c'est une vision artistique. C'est pas simplement une photo, c'est aussi le coup d'œil d'un véritable peintre. Et c'est pas par hasard que Philippe Plisson a le titre de peintre de marine. Il y a celui qui a vu le bateau et il y a celui qui l'a embelli par son coup d'œil de peintre. C'est pas quelqu'un qui se contente d'être sur le rivage et de loin comme ça d'envoyer son objectif sur les eaux marines. C'est quelqu'un qui prend son hélicoptère. Il a eu des accidents d'hélicoptère pour photographier la mer. Vraiment, il est exactement comme Haroun Tazieff lorsqu'il descendait dans le cratère des volcans. Lui, il descend dans le cratère des océans, ce qui est quand même assez stupéfiant. La comparaison est flatteuse. Est-ce qu'elle est juste ? Non, c'est trop, là. C'est trop. Non, mais c'est très beau ce qu'a dit Yann, mais je revendique le statut de marin avant celui de photographe. Donc j'ai la culture de mon sujet. De quel peintre vous vous sentez le plus proche ? Signac, parce que je pense qu'il a fait... Alors, je voudrais essayer de rester modeste. Monsieur Signac, il a vécu à Concarneau, et à un moment donné, il s'est dit, il faut que je change de lumière. Il a pris son bateau, il a passé Gibraltar, il a fini, et il est rentré, et il a mis son bateau à Saint-Tropez, il a continué à travailler dans les lumières de Saint-Tropez. Alors, c'est vrai que ce parcours m'intéresse beaucoup. Maintenant, dans les contemporains, il y en a beaucoup qui me séduisent. Mais j'imagine celui quand même qui expose ici sur le plateau Thé au Café. Parce que tout le monde ne comprend pas Richard Texier. Richard est aussi peintre de la marine. Et quand on regarde ce qui illustre Richard, on voit bien qu'il va chercher son inspiration au moment de la marée basse, exactement. Et il l'explique vraiment très très bien dans ce livre. La route du Levant, les textes de Gérard Cortanze. Et ça, je pense que vous connaissez bien effectivement son œuvre. Il est exposé aujourd'hui sur le plateau Thé au Café. On le remercie. C'est Somogy Éditions d'Art. Je voudrais vous offrir 2 livres qui vont vous rappeler, pour celui-là, la Bretagne, Nous les Seznec, de Denis Seznec. Vous le connaissez, j'imagine, notre petit-fils. Je connais, mais vraiment... 30 ans de lutte, de combat. Je sais pas, j'ai beaucoup d'admiration pour ce... J'allais dire ce jeune homme. Et de tristesse pour lui. Et de tristesse. J'attendais comme tout... Que son grand-père soit réhabilité. Voilà. C'est chez Robert Laffont. Et puis, vous qui aimez vos petits-enfants, vous qui aimez les dorlotés, c'est ce que vous nous avez dit, je voudrais vous offrir ce livre « Protégeons nos enfants, un pédiatre en colère » aux éditions Héloïse d'Ormesson. L'auteur démontre que l'état de nos enfants est lié donc à celui de la société. Les grands-parents ont un rôle de plus en plus important au niveau des enfants. Parce que nous, on doit prendre le temps pour aussi, les parents n'ont pas le temps, parce qu'économiquement, ils travaillent plus. Nous, on doit prendre le temps. Et vous le remplissez bien, ce rôle ? Moi, quand je ne travaille pas, oui, c'est ma passion. Tendre et la mer, c'est le dernier ouvrage, à 2 mains. Oui, ça c'est une idée de Yann. Yann Kefelec, photographie de Philippe Plisson. Voilà, il a fait ce livre, ce roman que j'adore, et il a demandé à Hervé de mettre des images. Et puis, texte de Christian Buchet de l'Académie de Marine, aux éditions de La Martinière. Vous êtes, on le disait tout à l'heure, peintre donc de la marine, ça signifie quoi exactement ? C'est un corps de la marine qui existe depuis de Richelieu, qui est unique de toutes les marines du monde. Mais ça vous permet aussi d'avoir... Voilà, le 5 distinctif, c'est que je signe avec une encre de marine mes images. Voilà. Et ça, c'est un très beau cadeau que la marine m'a fait. Un grand merci d'avoir pris ce petit déjeuner avec nous. Portez-vous bien. Merci beaucoup et un grand merci à vous et à votre équipe parce que vous m'avez vraiment surpris. Tant mieux, tant mieux. Vous savez, on aime être au plus proche de nos invités. C'était plein d'émotions. Merci beaucoup. On se retrouve demain, dimanche. Nous prendrons aussi un petit déjeuner, un thé ou un café, je ne sais pas encore, avec la comédienne Catherine Fro. D'ici là, passez une excellente journée. À demain, 7h, pour un nouveau thé au café. Au revoir et merci. Merci à vous. Merci, Catherine.